présentation pour un petit peu remettre dans le contexte l'observation de ce soir. Peut-être aussi parce que vous n'avez pas tous assisté aux conférences cet après-midi qui étaient très intéressantes sur donc les astéroïdes. Donc je vais aller relativement vite dans mes explications, mais c'est en tous les cas pour mettre les choses au point. Alors je vais repartager mon écran. Est-ce que vous voyez bien ici l'observatoire de Lukemden? Oui. Oui. Donc voilà, essayez d'imaginer par la pensée que vous vous trouvez donc à l'observatoire de Lukemden, donc à peu près à 2800 mètres d'altitude. C'est un très bel observatoire avec plusieurs coupoles qu'a présenté Zouer. Vous voyez ici, j'ai mis une grosse flèche rouge pour vous indiquer la position du télescope TRAPPIST-Nord. Alors, c'est toujours extrêmement agréable d'aller à l'observatoire parce que les paysages sont vraiment fabuleux. Ici, vous voyez la chaîne de montagnes de l'Atlas avec, je pense, le Toubkal à gauche, dans le coin gauche en haut, ici. Ceci, c'est une vue que vous avez quand vous montez à l'observatoire. Il y a un petit chemin qui vous amène du village de Lukemden jusqu'à l'observatoire. Et donc, ici, ça a été pris au mois de mars quand nous avons été avec les étudiants de l'Université de Liège dans le cadre du master en astrophysique. Vous voyez qu'il y avait encore beaucoup de neige. Alors, le moment magique, évidemment, qu'on ne rate pour rien au monde, c'est le coucher de soleil. Et donc, ici, c'est vraiment la vue qu'on a juste derrière l'observatoire avec un apic assez vertigineux et avec une magnifique vue sur l'ouest. Le soleil vient de se coucher et vous voyez, je pense, les petits genévriers qui sont les seuls arbustes qui poussent là-bas à flanc de montagne. C'est le parc naturel du Toubkal dans lequel se trouve l'observatoire. Alors ceci, c'est l'image de la All Sky qui a été prise il y a 2 nuits. C'était le 28, je pense. Oui, vous voyez la date ici en bas. On a eu un ciel vraiment merveilleux. Vous voyez bien sûr la Voie lactée. C'était en seconde partie de nuit, quand la Lune était couchée. Vous voyez la Voie lactée qui brille extrêmement fort. Je pense qu'on doit voir Jupiter ici. Un très très beau ciel. D'ailleurs, j'en profite pour dire que Zouer et ses collègues ont un projet vraiment très intéressant dans le parc du Toubkal qui s'appelle Dark Sky, pour essayer de faire de cette région la plus grande réserve de ciel noir du monde, pour pouvoir préserver ce ciel magnifique. Il faut savoir que dans l'hémisphère nord, il est très difficile de trouver un très très beau ciel, encore protégé de la pollution lumineuse. C'est vraiment un challenge pour les années futures de pouvoir préserver, pour les générations futures, la beauté du ciel, le préserver de la pollution lumineuse, mais également le préserver de trop de satellites. Par exemple, dans le ciel, vous savez, il y a des projets de méga constellations de satellites qui pourraient nous détruire cette chose merveilleuse qu'est le ciel, que tout le monde devrait pouvoir voir sur notre planète si on en prenait soin. Donc, j'espère bien que ce magnifique projet va aboutir. Je sais qu'il travaille très dur pour ça et que dans le parc du Toubkal, vous puissiez avoir des plus beaux ciels de l'hémisphère nord. Le second plus beau ciel que je connaisse dans l'hémisphère nord, c'est à Hawaï, au sommet des grands volcans comme le Mauna Kea, aux alentours de 5000 mètres d'altitude, carrément aux antipodes de l'Europe et du Maroc. Alors ce soir, vous ne verrez pas un aussi beau ciel parce que nous faisons notre... alors le ciel sera bien dégagé, mais la Lune est là. Et vous savez, quand la Lune est là, elle efface beaucoup de choses. La Lune, c'est presque le pire ennemi de l'astronome, à part bien sûr les nuages, parce qu'elle rend le ciel très lumineux. Alors venons-en à TRAPPIST, un nom qui fait souvent sourire beaucoup. Alors ceci, c'est une photo très sympathique qui a été prise par un étudiant il y a 2 ans. Il est peut-être d'ailleurs là parce qu'il m'a dit qu'il allait se connecter. Et vous voyez, en fait, TRAPPIST, pour mettre les choses bien au point, ici à l'avant-plan, c'est une bière belge typique qui est brassée dans les abbayes de moines trappistes. Il y en a très peu au monde et en fait, il y a jusqu'à quelques années d'ici, la plupart étaient en Belgique. Il y en avait 6 en Belgique et ici, c'est la Chimay bleue, une de mes préférées. Et donc, on a nommé nos télescopes TRAPPIST. Il faut savoir qu'il y a un autre TRAPPIST qui est situé dans l'hémisphère sud, qui a été installé il y a tout juste 10 ans. TRAPPIST Nord, que vous voyez ici, a été installé en 2016, ça va bientôt faire 4 ans. Alors, vous pouvez vous demander qu'est-ce que ça veut dire ce nom. TRAPPIST est en fait un acronyme
pour Transiting Planets and Planetesimal Small Telescope. On a en effet dû se creuser pas mal pour trouver ce nom. En fait, ça veut dire Small Telescope, petit télescope, pour observer les planètes, en fait, les exoplanètes en transit. Je n'en parlerai pas aujourd'hui, c'est un des grands thèmes de TRAPPIST, bien sûr. And planetesimals, les planetesimals, ce sont les astéroïdes et les comètes, ce sont les petits corps du système solaire, ce dont nous allons parler aujourd'hui, puisque TRAPPIST a un double objectif, c'est en fait l'étude des exoplanètes et des petits corps du système solaire dans un objectif commun qui est de mieux comprendre la formation de notre planète, la Terre, tout en étudiant les exoplanètes, c'est-à-dire d'autres planètes, et en étude autour d'autres étoiles, et en étudiant les petits corps de notre système solaire, qui sont vraiment les briques qui permettent de fabriquer les planètes. Alors ici, je tiens à signaler que donc TRAPPIST, les télescopes TRAPPIST sont des télescopes de l'Université de Liège. TRAPPIST Sud a été financé par le Fonds national de la recherche scientifique, qui est un organisme qui paye des chercheurs notamment pour travailler à temps plein et qui paye également des projets comme le projet TRAPPIST d'équipement. Et TRAPPIST Nord a été financé par l'Université de Liège qui nous a fait confiance dans cette aventure. Et aujourd'hui, nous avons donc, grâce à ces deux télescopes, un télescope dans l'hémisphère sud, qui est situé au Chili, dans l'Atacama, et un télescope dans l'hémisphère nord, qui est TRAPPIST Nord. Alors, chaque année, nous réalisons aussi, grâce à TRAPPIST Nord, en fait, une formation de nos étudiants dans le cadre du Master en astrophysique. Je le signale parce qu'il y a peut-être des étudiants de l'université Kali Hayat et des étudiants de l'université de Liège qui sont là actuellement connectés. Je pense pour savoir que c'est vraiment une mission qui intéresse particulièrement nos étudiants. Vous les voyez ici, ça c'était il y a 2 ans. On reconnaît bien ici au milieu Youssef et Marin, qui étaient à l'époque étudiants, qui aujourd'hui fait donc une thèse de doctorat. Devant le télescope, c'est un grand moment chaque année que nous partageons aussi avec nos collègues marocains et notamment les étudiants dans un cours d'astronomie qui dure pendant une semaine. Et voilà la 3e année qu'on le réalise et la 3e année qu'on a eu de super conditions d'observation et réalisé vraiment de beaux projets d'observation de A à Z. Alors les étudiants de cette année ont passé leur examen il y a quelques jours et ça s'est bien passé, puisqu'évidemment, ce n'est pas uniquement des vacances quand ils vont là-bas, même si on s'amuse bien, on peut le dire, mais c'est bien sûr pour apprendre le travail d'astronome pour de vrai, si je puis dire, sur le site. Alors, un petit mot quand même pour TRAPPIST Sud, pour ne pas qu'il soit trop jaloux. Le voilà, c'est le premier que nous avons installé en 2010. Ça a été beaucoup plus difficile à faire puisque c'était le premier télescope robotique que nous installions ici dans le fameux désert d'Atacama au Chili. Vous voyez un petit point blanc ici à l'horizon sur les montagnes, c'est Las Campanas, un grand observatoire américain. C'est une région beaucoup plus désertique que Lukainden. On se croirait vraiment sur la planète Mars quand on est dans l'Atacama chilien. TRAPPIST, ils sont très connus, ces télescopes, puisqu'il y a quelques années, on a réalisé une très très belle découverte il y a juste 3 ans et on continue à étudier ces planètes, puisque c'est grâce au télescope TRAPPIST et notamment TRAPPIST Sud qu'on a détecté cet extraordinaire système d'exoplanètes qui contient 7 planètes de type terrestre, dont 3, celles qui sont ici, D, E et F, qui sont dans la zone habitable, c'est-à-dire cette zone autour de l'étoile, où il ne fait ni trop chaud ni trop froid et où on peut espérer qu'il y ait de l'eau liquide. On ne le sait toujours pas aujourd'hui, mais ça va être un des grands objectifs avec le futur grand télescope de la NASA, le James Webb Space Telescope, qui devrait être envoyé l'année prochaine, même si je pense que ça a encore été retardé, ça va être encore retardé. Et grâce à ce télescope, on devrait savoir si nos exoplanètes TRAPPIST, il y en a 7, ont des atmosphères, ont peut-être même des traces de biosignatures dans ces atmosphères qui pourraient révéler la présence de vie. On n'est pas encore là, mais aujourd'hui, on est toujours en train d'améliorer la connaissance de ces fameuses exoplanètes. Alors, venons-en au thème d'aujourd'hui, les astéroïdes et quelques rappels. Alors, vous voyez dans ce diagramme, alors je vérifie l'heure, oui, il est 40, j'ai encore 10 minutes, pour vous montrer bien sûr le télescope qui va aller se mettre en position sur sa cible. Alors,
Il faut savoir que les astéroïdes dans notre système solaire, aujourd'hui, les astronomes en ont détecté environ 700 000. 700 000 qui ont plus de 1 km de diamètre et qui sont pratiquement tous situés dans ce qu'on appelle la ceinture, la fameuse ceinture d'astéroïdes que vous voyez ici, tous les petits points jaunes. Donc, tous les petits points jaunes, ce sont les 700 000 astéroïdes, environ, ça a été arrondi, qui ont été détectés aujourd'hui. On pense qu'il y a environ 1 million d'astéroïdes de 1 km de diamètre. Alors, il faut se dépêcher pour trouver les 300 000 derniers, parce que dans quelques années, ils vont être tous découverts par les grands télescopes qui se préparent, notamment pour traquer les astéroïdes. Alors, ce qui est très intéressant de constater, vous voyez les différentes orbites des planètes, vous voyez ici Jupiter, Mars, la Terre, Vénus et Mercure. Tous les petits points jaunes donc, forment cette fameuse ceinture d'astéroïdes qui est concentrée entre Mars et Jupiter. En réalité, c'est l'emplacement d'un endroit où une planète aurait dû se former, mais elle n'a pas réussi à se former en raison de l'attraction très forte gravitationnelle de Jupiter et de Mars, donc de perturbations gravitationnelles qui ont empêché cette planète de se former. Alors, il faut aussi savoir qu'il n'y a que 200 astéroïdes qui sont plus grands que 100 km de diamètre. Donc, il ne faut pas croire que ces astéroïdes sont géants. En réalité, il n'y a que l'astéroïde le plus gros, il fait 1000 km de diamètre, ce qui est encore 3 fois plus petit que la Lune. Ici, donc, au total, il faut imaginer qu'il n'y a que 200 astéroïdes de 100 km, et après, vous avez donc de plus en plus d'astéroïdes de petite taille, et il y en a probablement des millions plus petits que le kilomètre de diamètre. Alors ici, je vous représente, c'est une image assez extraordinaire d'un astéroïde qui a été photographié par une sonde spatiale, la sonde américaine OSIRIS-REx, qui a photographié l'astéroïde Bennu, que vous voyez ici, il y a quelques mois, puisqu'aujourd'hui, on est même capable d'envoyer des sondes spatiales pour aller photographier les astéroïdes. Alors aujourd'hui, ce qu'on vous a promis, c'est une observation d'un astéroïde géocroiseur. En anglais, on dit plutôt Near Earth Asteroid, qui est un terme plus adapté, qui sont des astéroïdes qui viennent vraiment raser l'orbite de la Terre et même parfois croiser l'orbite de la Terre. Alors ces astéroïdes, en effet, de temps en temps, peuvent être éjectés de la ceinture d'astéroïdes par une collision, par exemple, ou à cause de régions très spéciales qui se trouvent dans la ceinture d'astéroïdes et qui sont instables, et éjecter des astéroïdes qui vont finir par se trouver sur des orbites qui peuvent croiser l'orbite de la Terre. C'est ça qu'on appelle les orbites géocroiseurs ou les Near Earth astéroïdes. Donc en fait ici, on a représenté de nouveau l'orbite de Jupiter. Vous avez la zone de la ceinture d'astéroïdes, puis vous avez les planètes avec des orbites en blanc, dont la Terre ici en bleu, et puis vous voyez quelques astéroïdes Near Earth connus dont on a représenté les orbites. Et vous voyez par exemple, voilà, on va plutôt prendre cette orbite-ci, elle est assez typique d'un astéroïde de type Apollo, qui vient de la ceinture d'astéroïdes, qui rentre à l'intérieur des orbites de Mars et de la Terre, et puis qui repart, comme ceci. L'astéroïde que nous allons observer ce soir, c'est un astéroïde de ce type-là, donc qui vient de la ceinture d'astéroïdes et qui croise l'orbite de la Terre. Alors, ces astéroïdes, ils font beaucoup parler d'eux, parce que, vu qu'ils sont géocroiseurs qui croisent l'orbite de la Terre, on peut dire que de temps en temps, malheureusement, il y en a un qui pourrait rentrer en collision avec la Terre. Alors, en effet, on sait, je le montrerai plus tard, que ça s'est déjà bien sûr passé sur la Terre. Il suffit de regarder aussi les innombrables cratères qu'il y a sur la Lune, mais qui se sont formés depuis des milliards d'années, évidemment, tandis que sur la Terre, les cratères sont effacés régulièrement. Mais heureusement, la bonne nouvelle, c'est que même si c'est un phénomène catastrophique assez dangereux, heureusement, c'est extrêmement, extrêmement rare. Et aujourd'hui, il n'y a aucun astéroïde géocroiseur connu qui menace notre planète. Cependant, des géocroiseurs, on en connaît 22 000, et des potentiellement dangereux pour la Terre, c'est-à-dire qui font plus de 100 mètres de diamètre et qui rentrent dans une orbite relativement proche de la Terre, c'est-à-dire en dessous d'environ 7 millions de kilomètres, il y en a à peu près 2000. Alors ici, c'est un zoom sur la Terre autour de son orbite. En 2008, c'est une simulation réelle avec les orbites réelles de ces astéroïdes. Et vous voyez que continuellement, autour de la Terre,
vous avez des astéroïdes qui passent. Alors, ceux qui sont en rouge, ce sont les potentiellement dangereux. Alors, à cette échelle, vous allez avoir l'impression, voilà, celui-là qui vient juste de passer sur nous, celui-là qui passe tout près qui devient rouge. En effet, il y a certains astéroïdes géocroiseurs qui passent entre la Terre et la Lune de temps en temps. Il y en a un à peu près tous les mois, et généralement, ce sont des petits astéroïdes qui ne font que quelques mètres de diamètre et qui ne sont pas dangereux pour la Terre. Mais vous comprenez bien qu'il est évidemment extrêmement important de pouvoir cartographier tous ces astéroïdes pour éventuellement prévenir un risque de collision avec la Terre, car malheureusement, on ne les connaît pas tous, mais ce qu'on sait aujourd'hui, c'est qu'on pense connaître à 99% tous les géocroiseurs qui sont plus gros que 1 km de diamètre. Et le kilomètre de diamètre, c'est vraiment la taille qui est vraiment la taille critique pour créer un cataclysme au niveau global de la planète. Encore une fois, comme je l'ai dit, pas de panique, il n'y en a aucun aujourd'hui qui sont potentiellement dangereux pour la Terre. Quand je dis aujourd'hui, c'est dans les 200 à 300 prochaines années, d'accord? Mais on sait que dans le passé, des gros astéroïdes sont tombés sur la Terre. Je vais y revenir. Alors, petite parenthèse, ne pas confondre astéroïdes et comètes. Alors, les comètes, c'est le dada de Youssef et également mon dada. Marin, c'est plutôt les astéroïdes, Maxime également. Les comètes, ce sont des corps qui viennent d'encore plus loin du système solaire. Les comètes viennent du fin fond du système solaire. Ça reste de petits objets de quelques kilomètres de diamètre, d'accord? Mais ils nous viennent vraiment au-delà de l'orbite de Neptune, au-delà de l'orbite de Pluton, sur des orbites très allongées. Alors, revoici ici à gauche un diagramme avec les orbites des différentes planètes. Et ici, la première planète qu'on voit, c'est Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune. Et vous voyez que typiquement, l'orbite d'une nouvelle comète, comme la belle grande comète McNaught que vous voyez sur cette image ici, une photo qui date de 2007, c'est la dernière grande comète à être passée dans le voisinage de la Terre. À l'œil nu, pour l'avoir vue, c'était ça. C'était un phénomène d'une beauté extraordinaire, je dois dire. J'espère que la prochaine à venir nous rendre visite ne va pas tarder, puisque McNaught, c'était en 2007, qu'avant elle, il y a eu la comète Hale-Bopp en 1998, et qu'on a à peu près une grande comète tous les 10 ans. 2007 plus 10, ça fait 2017. Il est temps qu'une nouvelle grande comète vienne nous dire bonjour. Et il ne faut surtout pas la rater. Alors, c'est difficile de la rater, généralement, parce que tout le monde peut la voir dans le ciel. Donc, rappelez-vous, les comètes, la grosse différence, c'est que ce sont des corps glacés, des petits astéroïdes de glace qui contiennent jusqu'à 50% de glace d'eau. Et en passant à proximité du Soleil, au cours de leur orbite, la comète va fondre, en quelque sorte, la glace de la comète va fondre et donner cet extraordinaire panache qui, dans le système solaire, peut faire jusqu'à la distance entre la Terre et le Soleil. Elle peut faire des centaines de millions de kilomètres de long, comme la fameuse comète Hale-Bopp et McNaught aussi, qui avait une queue de l'ordre de 150 millions de kilomètres. 150 millions de kilomètres. C'est pour ça qu'on la voit aussi grande dans le ciel. Tout à l'heure, on fera l'observation également avec le télescope d'une comète que nous observons avec Youssef depuis plusieurs mois. Alors, quelques mots maintenant sur l'intérêt d'étudier les astéroïdes et en général les petits corps du système solaire. En fait, il faut savoir que c'est très important d'étudier les astéroïdes et les comètes, car c'est vraiment les objets les plus primitifs dans notre système solaire. C'est en quelque sorte les reliquats, les fossiles de la formation du système solaire. Ce sont eux qui, en s'agglomérant entre eux, ont formé les planètes. Ce sont donc vraiment les briques des planètes, comme je l'ai indiqué ici, et comme vous le voyez dans cette représentation d'artiste. En fait, les comètes et les astéroïdes, ce sont les petits corps qui n'ont pas réussi à s'agglutiner pour former une planète et qui renferment toujours aujourd'hui la composition originelle du système solaire. Alors, c'est extrêmement important, notamment pour comprendre l'origine de l'eau et de la matière organique sur la Terre, et bien sûr, du coup, l'origine de la vie. Parce qu'on pense que la Terre était beaucoup trop chaude dans le passé lorsqu'elle s'est formée pour avoir gardé l'eau et les matières organiques. On pense que c'est vraiment la chute sur la Terre de centaines, voire de milliers de comètes et d'astéroïdes, carbonés notamment, qui ont amené l'eau et les matières organiques à la Terre. Comme je l'ai déjà expliqué, également, c'est potentiellement une menace pour la Terre. Et vous connaissez tous l'histoire des Gaulois, des fameux Gaulois, Astérix et Obélix,
et ils ont peur que le ciel leur tombe sur la terre. Et d'ailleurs, ils disent souvent « et par Toutatis ». Et pour la petite histoire, Toutatis est un des premiers géocroiseurs qui a été observé, nommé par un astronome français, Alain Maury, un NIRSERS astéroïde aujourd'hui bien connu, d'ailleurs un des plus gros et un des plus dangereux pour la Terre. Ensuite, vous avez peut-être également entendu parler qu'on pourrait exploiter les richesses des astéroïdes, notamment en fait, parce qu'ils sont très riches en métaux. Et c'est donc très important aussi de pouvoir étudier leur composition. Leur composition sera également très importante pour savoir les impacts possibles sur la Terre, les dommages possibles sur la Terre en cas d'une collision. Donc vous voyez que l'étude des petits corps du système solaire, astéroïdes et comètes, est quelque chose d'important. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a de nombreuses missions spatiales qui sont prévues et qui ont déjà été visiter les astéroïdes et les comètes. Et tout à l'heure, dans l'après-midi, Patrick Michel a vraiment expliqué montré toutes ces différentes missions. Alors, il faut savoir que le ciel nous tombe sur la tête, nous tombe sur la tête tous les soirs. En réalité, si vous avez un petit peu de chance et que vous regardez le ciel par une belle nuit sans lune, vous verrez certainement une ou deux étoiles filantes. Et à certaines époques de l'année, comme à la mi-août, par exemple, vous pouvez voir les fameuses Perséides. Alors ici, ce sont les Géminides, une très belle photographie des Géminides qui a lieu le maximum le 14 décembre de chaque année. En fait, ce sont des micro-poussières de comètes qui brûlent dans l'atmosphère et qui s'enflamment à environ une centaine de kilomètres d'altitude. Alors attention, ne pas confondre comète et étoile filante. D'accord ? Une étoile filante, c'est un petit grain de poussière cométaire qui brûle dans l'atmosphère. Parfois, il y a une beaucoup plus grosse poussière qui rentre dans l'atmosphère et carrément un petit morceau d'astéroïde ou un mini-astéroïde. Alors, je vous laisse voir ceci. C'est assez impressionnant. Ça s'est passé en 2013 en Russie. Voilà, regardez en haut à gauche l'apparition d'un énorme bolide. Alors, les Russes restent très stoïques. Alors, cette étoile filante, c'est la plus grosse étoile filante du siècle, sans aucun doute. En réalité, c'est carrément un petit astéroïde de 25 mètres de diamètre qui est rentré dans l'atmosphère de la Terre. Alors maintenant, je vais vous montrer une autre animation qui est vraiment extrêmement impressionnante. Cet astéroïde, heureusement, n'a pas atteint la surface de la Terre. Comme la plupart d'entre eux, ils sont assez fragiles et ils explosent dans l'atmosphère. Celui-ci a explosé à environ 25-30 km d'altitude, mais je vais vous laisser voir un petit peu les effets que ça a eu, alors qu'il a explosé à 30 km d'altitude. Alors, écoutez bien. Vous entendez les pagnes? En fait, c'est l'onde de choc des différents fragments de l'astéroïde qui explose dans la haute atmosphère. Alors ici, on voit un gars qui passe, qui demande ce qui se passe. Il faut bien se dire que les gens, à ce moment-là, ne savent absolument pas, pour la plupart, ce qui se passe. C'est donc une ville en Russie de 4 millions d'habitants, Tchelabinsk. En Russie, il y a encore beaucoup, vous voyez, dans ces régions un peu plus pauvres, du simple vitrage qui n'a pas résisté à l'onde de choc. Donc, en fait, cette onde de choc va arriver après la lumière, évidemment. Là, c'est instantané quand on voit le flash lumineux. Par contre, l'onde de choc va prendre plus de temps pour se propager, ainsi que les bangs soniques que vous avez entendus. On a compté, en fait, environ 1 millier de blessés à Tchelabinsk, parce que le problème, c'est que les gens se sont précipités aux fenêtres pour voir ce qui se passait, ce phénomène lumineux, et les fenêtres ont explosé, ce qui a créé beaucoup de blessures par coupure. Manuel, alors, oui? Le télescope va pointer dans 1 minute. On peut revenir. Ok.